Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 33. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell. Messieurs, comment ça va? Ça va bien? Très bien, merci. Ça devrait être intéressant. Là. On était déjà en train de se coltailler avant d'entrer en ondes, de commencer à enregistrer. Donc, ça devrait être un épisode fascinant où on va parler d'un paquet de sujets. Là. Ça va être assez éclaté comme podcast aujourd'hui. On va commencer d'abord avec notre segment en temps additionnel, les gars, si vous le voulez bien. Un article intéressant du côté du Guardian au cours des derniers jours, Jean, où on est en train de se poser la question. La poule ou l'œuf? Est-ce que les attaquants sont extraordinaires en MLS ou est-ce que les défenseurs sont catastrophiques? Peut-être quel côté? Oui, c'est un article qui prend les réussites cette année de Ibrahimovic, Martinez et Vela, disant que déjà l'un est réussi à ce point. On s'entend qu'on n'a pas pris Maxi Urruti, hein? Question de retaper sur le clou. C'est sûr qu'on prend les attaquants les plus en vue de la Ligue. Quand tous atteint un plateau, après 50 matchs en MLS, en disant que c'est du jamais vu, qui met ça en relation avec l'augmentation du nombre de buts d'une façon générale dans la Ligue, qui développe pas mal là-dessus et qui pose la question, bon, c'est dû à quoi? Parce que Vela, Martinez ne sont pas non plus des joueurs, des très bons attaquants, mais pas des machines à but. Ibrahimovic, oui, et encore là-dedans, l'auteur dit, mais regarde, à son âge, on pourrait s'attendre aussi quand même à une diminution. Or, pas du tout. Donc, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, d'une certaine façon, le niveau des défenseurs n'est pas en dessous? Je dirais, mais c'est la même chose un peu partout. Vous ne croyez pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Que d'une façon générale, on a en ce moment... Fais attention, là, tu parles à un gars qui avait une vocation plus défensive. Es-tu en train de me dire que les gars à vocation défensive sont moins bons? Justement, je pense qu'actuellement, il y a une emphase qui est mise beaucoup moins, en fait. Sur la défense. Il y a moins d'emphase mise sur la qualité défensive des joueurs. C'est intéressant dans le sens où on se concentre davantage avec les gars qui jouent à vocation, disons, plus défensive sur leur capacité à contribuer au jeu plutôt qu'à défendre purement et simplement. Avec le ballon. Avec le ballon. Actuellement, tu parles d'un défenseur, qu'est-ce qu'on va dire? Ah ouais, mais il sort bien avec le ballon. Ah ouais, mais il contribue à ceci et ça. Zakaria Diallo. C'est un excellent exemple de cette année. C'est un gars qui, oui, a des qualités intéressantes comme défenseur, mais la première chose qu'on avait constatée, un peu comme Laurent Simon à l'époque en 2015 quand il débarque à Montréal, c'est sa relance. La qualité de la relance, effectivement. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que peut-être l'article élude un aspect, c'est celui des coachs. On parle beaucoup justement des défenseurs et déjà moins des gardiens en tant que tel, mais on parle moins aussi des coachs, la capacité à savoir défendre correctement contre... Peut-être c'est des exceptions, genre je pense que Vela, Ibrahimovic... c'est sûr que tu prends le top du top. Voilà, c'est ça, comme connaissent vraiment des saisons extraordinaires. C'est vrai qu'on comparait ce que Vela a fait ici versus son temps en Espagne ou à Arsenal. Mais l'idée aussi, selon moi, c'est peut-être que défensivement, effectivement, sans ballon ou dans l'approche tactique collective, quelles sont les solutions qui sont mises en place par les coachs? Ce n'est pas du tout abordé par l'article qui, effectivement, par la structure de la MLS, on le sait, les salaires, lorsqu'on regarde les salaires, ils ne sont pas du tout également distribués. Les attaquants gagnent plus comme de 50 ou 60% que de reste de l'effectif, de manière générale en MLS. Je vais revenir sur l'exemple de Rod Fanny l'année passée. C'était anormal, puis ça a été des conditions qui étaient anormales aussi pour l'amener ici à Montréal, mais c'était 1,2 million pour Rod Fanny, lui, seul. Cette même année-là, la défense au complet des Red Bulls de New York, c'était 1,3. Et là, je parle de tous les défenseurs, là, pas une défense à 4 pour un match. Toute la brigade défensive. Donc, tu as tout à fait raison. Tu ne peux pas comparer l'argent qui est investi pour aller chercher des gros noms, des joueurs percutants en attaque, et ce qu'on a pour les contrer. Puis on a vu aussi les réactions lorsque Colorado avait embauché Tim Howard. On se disait tout de suite, mais c'est beaucoup trop d'argent pour un gardien. Il y a une culture dans la MLS qui est vraiment très orientée sur ces joueurs désignés vendeurs de maillots qui fait en sorte qu'on n'a peut-être pas nécessairement dans un foot global qui est très porté vers l'offensive. Je pense que la Ligue des Champions, l'Ajax, le Liverpool, Tottenham ont montré que c'est un foot qui est très offensif. Il y a 15 ans, en Ligue des Champions, tu n'avais pas des matchs comme tu les as vus sur les 2-3 dernières saisons.
ballon. Là. Exactement. Donc, comme je pense que toutes ces forces-là vont dans le sens de ce que dit le gardien, mais je pense que taper simplement sur les défenseurs, c'est peut-être... Mais j'aimerais ça aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est comme, je sais pas pour vous, là, quand on parle de ce sujet-là, j'ai tout de suite en tête un Ibrahimovic qui a le ballon aux 30 mètres avec un défenseur en avant de lui, puis là, tu vois ce qui se passe à partir de là. Mais est-ce qu'il ne faut pas considérer ce qui fait en sorte que tu te retrouves là? Parce qu'on parle des défenseurs, puis ça, c'est facile, on leur met le fardeau sur les épaules. Tu n'es pas capable de contrer Martinez, Vela, Ibrahimovic, Rooney et compagnie. Mais pourquoi ces gars-là ont le ballon dans des positions dangereuses? Et c'est là où c'est peut-être, au contraire, offensivement, que les équipes ont de la difficulté à tenir la possession. Il y a des revirements qui sont plus importants, des transitions qui sont peut-être plus nombreuses et qui font plus mal que dans d'autres championnats. Et là, c'est certain que si tu perds le ballon, tu es désorganisé et qu'un gars comme Vela, Ibrahimovic ou Martinez se retrouve en position dangereuse face aux défenseurs que tu as en MLS, bien là, ça devient catastrophique. Donc, moi, je pense que cet aspect-là de maîtriser le ballon et pas te retrouver en position où tu le perds au profit d'attaquants aussi dangereux que ça, tu peux pas l'écarter de l'équation. Non, c'est vrai. C'est effectivement une bonne remarque. Mais là, effectivement, c'est se pencher vers tout l'aspect transition défensive. C'est-à-dire ce que tu fais entre le moment où tu perds le ballon et la mise en place que tu vas avoir pour essayer de regagner. Et effectivement, de la perte du ballon... Enfin, à partir de la perte du ballon, tu vois qu'il y a des manques par moment, des espaces qui ne sont pas comblés, des joueurs qui ne savent pas exactement comment se replacer tout de suite. Mais le problème avec ça, je présume qu'au volume, ça paraît encore plus. Parce que si, sur papier, tu as bien organisé ton équipe, mais que tu perds trop souvent le ballon, tu vas finir par les voir, ces brèches-là dont tu parles. C'est ça, et moi j'en reviens un petit peu à ce que Sid dit, c'est qu'il y a au départ, il y a effectivement un point dont on parle un petit peu moins, c'est l'organisation, et ce sont les systèmes qui sont mis en place. Et c'est vrai que dire il n'y a pas de bon défenseur, certainement qu'il n'y a pas de défenseurs qui ressortent de façon extraordinaire, mais parce qu'il n'y a peut-être pas exactement le même effort qui est mis qu'à une certaine époque dans la formation, et que de toute façon, au bout du compte, c'est pas ce qu'on va leur demander à ces joueurs-là une fois qu'ils vont être professionnels et jouer. On va leur demander, et on leur demande actuellement de jouer au ballon, d'être capable de ressortir, d'être capable de jouer à une touche. Regarde l'emphase qui est mise sur les gardiens, leur façon de jouer balle au pied et de relancer court. D'accord, mais il y a quand même certaines bases au départ. Parlant de ressortir du lot, la dernière rumeur qui amène un joueur de premier plan à une équipe qui n'existe même pas encore, celle de David Beckham, l'Inter Miami, c'est Lionel Messi. Là, on s'en va vers quoi avec ce club-là, les gars? On s'en va vers un genre de Galacticos version MLS ou on s'en va vers une déception monumentale parce que tout le monde est annoncé là puis finalement personne ne va y aller? C'est ça. On est plus proche de la déception monumentale que des Galacticos, selon moi. Je pense que, on a déjà parlé un peu de ça en émission, il y a un concentré grâce à David Beckham, on est capable, et au fait que l'équipe n'existe même pas, on est capable de pouvoir y amener toutes sortes d'informations, ou de rumeurs, ou de fantasmes, et ça fit. Il y a l'idée que David Beckham est capable de tout, donc pourquoi pas penser que tout va être exécuté, et que tout joueur qui indique avec cette fameuse phrase « je penserais peut-être faire ma retraite aux États-Unis », donc toujours de très haut plan, tout de suite, comme avant, on pensait que tous ces joueurs-là allaient se retrouver au LA Galaxy. Maintenant, on pense que tous ces joueurs-là vont se retrouver à l'international de Miami. Donc, est-ce qu'il peut avoir de l'intérêt par rapport à ces joueurs-là? Oui. Est-ce que de penser que Griezmann, Cavani, Suarez, Messi vont tous se retrouver à jouer à Miami? Non, c'est pas envisageable, mais il y a un contexte qui fait, grâce à David Beckham, grâce au fait que ce soit à Miami, et que l'équipe, finalement, on ne sait même pas ce serait quoi son budget, il y a un contexte qui fait qu'on peut croire à tout, un petit peu comme on peut croire que n'importe quel joueur peut se retrouver à Manchester City ou au Paris Saint-Germain. Il y a des contextes qui font que, après tout, pourquoi pas? Donc, je crois que
on est plus proche pour moi de la déception monumentale et c'est un peu dommage parce que, et à ce moment-ci, je pense que David Beckham devrait un peu mieux maîtriser sa communication et de commencer à parler plus du projet. Ouais. Mais bon, comme déjà. Est-ce qu'il est là pour ça? Est-ce qu'il est là pour ça? Parce que par défaut, c'est quand même lui la locomotive de tout ça. Je sais que dans les faits, s'il y a une réunion dans la salle de conférence à Miami, c'est peut-être pas lui qui est responsable de tout le projet, mais à partir du moment où tu entends Messi ou Cavani ou Suarez, la première personne à qui tu penses, c'est pas ses partenaires, c'est à Beckham lui-même. Bien sûr, non, c'est certain, mais il est là. Il est là comme il a été au moment où il est arrivé au Galaxy. C'est pour vendre du buzz, c'est pour vendre quelque chose. Et effectivement, le fait qu'il soit là, il y a un vent, un char et une barre. Ça bouge. Donc, il est certain que, ouais, comme tu dis, à partir du moment où il y a un bout de dixième de rumeur, ça va coller sur Miami, sur Beckham, et on va aller voir Beckham, on lui dire qu'est-ce que tu en penses, et lui, de par sa situation, et puis bon, parce qu'il comprend bien, Beckham, il sait, au niveau vente, au niveau business, il sait très bien faire. Et donc lui, il va jamais dire non, il va toujours dire si l'occasion se présente, etc. Mais tu as quand même l'obligation, là, avec les noms qui sont passés, mets-toi dans la peau d'un supporter de ce futur club-là. Là, les attentes sont tellement élevées. Tu es obligé de signer au moins un gars. Ça ne veut pas dire que ça va donner des succès retentissants, mais rappelez-vous Kaka avec Orlando, ça a fait un gros bien pour lancer cette organisation-là. Après, la réalité MLS embarque, mais au début, avec les noms qui viennent de passer, qu'on vient de nommer, Jean, tu es obligé d'aller en chercher au moins un de ces gars-là. Et là-dessus, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Je pense qu'il y aura très certainement un nom. Et ce qui se passe éventuellement, enfin, quand l'équipe va finalement être opérationnel, parce qu'on n'y est pas. Hein. Il y a un terrain décontaminé. Enfin bon, il y a il y avait aussi Ronaldo dans les rumeurs. Absolument. Comme qui a un nom, certes, un nom qui est dans le top 10 de Ballon d'Or actuel. Je trouve ça très présomptueux pour une franchise qui n'existe pas. Et puis, c'est sur cet aspect-là que je m'interroge, où on est quasiment vers une déception, même si on arrive avec des joueurs d'extrême grande qualité. À partir du moment où on commence à nommer que des joueurs de cette trempe-là, on quasiment ne peut que être déçu, et puis c'est dommage, mais je pense qu'il y a un aspect que j'ai peut-être pas pris en considération. C'est vrai que ce buzz-là, au final, c'est pas plus mal, c'est que ce soit pour des partenaires potentiels. On sait que là, c'est une ligue qui est toujours en train de chercher à se vendre, et que c'est vrai que alimenter ces rumeurs ou ne pas nécessairement les contredire peut servir finalement le projet. Et c'est un bon point, les gars, parce que mettez-vous dans la position d'un Kevin Gilmore ici à Montréal en ce moment qui veut aller chercher une clientèle VIP plus importante quand tu es en train de balancer des noms comme ceux-là et que tu réfléchis à l'offre que tu vas faire à ton marché. Ben, ça devient pas mal plus intéressant pour des VIP quand tu parles des Ronaldo, Suarez, Messi et compagnie. Là, après, c'est certain qu'il faut que tu livres la marchandise. Mais en termes d'attrait pour le marché, c'est extraordinaire. Rappelle-toi la venue du Galaxy pour la première saison ici? MLS à Montréal. Non, c'était la fin du monde. Beckham à Montréal, man. C'était complètement hallucinant. Jamais vu autant de femmes au stade olympique pour un match de l'Impact. Jamais, jamais, jamais. Et Beckham s'en était payé une petite, avec un magnifique coup franc, comme quoi il y en avait encore dans les jambes à ce moment-là. Et le terrain synthétique, c'est pas catastrophique pour tout le monde. Petit édito à côté. On termine notre segment en temps additionnel. Sid, bon flash de ta part. Tu voulais revenir parce que la Coupe du monde des dames, ça a été un grand succès cet été, de par le tournoi, mais surtout la qualité du jeu qu'on y a retrouvé. Mais après, un peu comme c'est le cas avec les Olympiques, des fois, le soccer féminin retombe dans l'oubli. Et là, c'est le début des championnats. J'ai l'impression qu'on va quand même suivre avec beaucoup plus d'intérêt que ça a été le cas, même après la Coupe du monde en 2015 ici au Canada. Oui, je le souhaite. Je dis oui, c'est plus un souhait. Et quand je te dis ça, c'est pas mur à mur au téléjournal, là, on s'entend? Non, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai qu'il est très facile, après un engouement comme la Coupe du monde féminine, et je pense que le parallèle avec les Olympiques est parfait. Il est très facile de retomber dans une forme d'anonymat et puis d'attendre la prochaine compétition pour s'y intéresser. Et donc, je pense que je trouvais intéressant, à l'on s'en fout, puisqu'on a vraiment une très grande sensibilité par rapport à cette compétition et par rapport à ce sport, de voir que il
y a aujourd'hui, ça a repris les 16e de finale de Ligue des Champions qui ont repris cette semaine, parce que ça va très vite dans le foot féminin. Les championnats réguliers, dont un Manchester City et Manchester United qui s'est joué devant plus de 30 000 personnes, 1-0, le derby a été gagné par City. Et ça, honnêtement, tu as la qualité du jeu, mais après ça, il faut que ça interpelle les gens suffisamment pour qu'on se déplace. 30 000 personnes. Je trouve que c'est l'indicateur le plus impressionnant. Jean, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on a vu des matchs, même à la Coupe du Monde, tu t'es dit, hey, c'est des affiches qui amènent du monde. Je comprends là, que les Américains sont chauvins, les Américains sont toujours derrière leurs équipes, mais tu étais en France, pareil, tu remplissais des stades. Là, de voir que ça se transfère au foot de club, qui était déjà sur une excellente tendance avant la Coupe du Monde, parce qu'on en a parlé la saison dernière. En Angleterre, il y a vraiment une grosse qualité et un intérêt grandissant. Mais là, tu ne peux pas parler d'un intérêt grandissant à 30 000. C'est un intérêt, point. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce vers quoi, j'espère, on va, qui n'est pas... Alors, il y a des moments majeurs et qui servent, qu'il faut absolument utiliser. Je me rappelle l'année dernière, le Atlético Barcelone au Wanda Metropolitano, qui a attiré 60 000 personnes. Waouh, tu te dis, OK, là, on a franchi un palier. Maintenant, il est certain que ça ne va pas arriver toutes les semaines. Ce que tu veux, par contre, c'est effectivement que de plus en plus de matchs attirent 15, 20 000 personnes de façon absolument régulière, que ce soit pas simplement un Manchester City, Manchester United, mais que ce soit un West Ham, Tottenham ou un Brøndby, Arsenal en Ligue des Champions. Hein, c'est dans les capacités évidemment possibles, mais tu veux que ce soit ça la prochaine évolution. Bien hâte de voir ce que ça va donner, messieurs. On va maintenant basculer vers notre segment à domicile. On va parler d'équipe nationale canadienne. 2 matchs ont été joués depuis notre dernier épisode la semaine dernière. 2 matchs du Canada face à Cuba. Victoire de 6-0 au Canada le week-end dernier. Ça a été un petit peu plus timide cette semaine avec une victoire de 1-0 face aux Cubains aux îles Caïmans. Des visages assez différents, merci. Hein. Sur le 6-0, on était sur une trajectoire franchement intéressante. C'est le 1-0. C'est court et pas à peu près. Oui, puis je me rends compte que Team Canada a la capacité de m'enflammer énormément, puisqu'après le 6-0, je suis arrivé à des très, très grandes conclusions sur la force de l'effectif canadien. Et je voyais le match contre les États-Unis. Puis... Tu t'en allais au Qatar. Oui. Tu bouquais tes billets pour le Qatar, c'était fait. Puis le 1-0, ça a été une gifle. Parce que, genre, comme dans la qualité, c'était vraiment pas... Mais c'est pour ça qu'on l'aime, notre équipe nationale canadienne. C'est parce que tu passes dans le tordeur en temps de 4 jours. Puis, et je m'en voulais parce que je me disais, à chaque fois, je me fais prendre. et donc, voilà, sur le but d'Alphonso Davies. Un beau but d'ailleurs. Très, très beau but. Comme évidemment, la vérité se trouve toujours entre les deux. Mais quand même, globalement, je pense que je suis très heureux de voir l'évolution de Team Canada, malgré les résultats qui étaient un petit peu ordinaires à la Gold Cup. Mais je trouve que globalement, je suis content de pouvoir me dire, je vais regarder Team Canada. De voir aussi un engouement autour, genre comme de voir que le match va être parlé des jours avant. Et ça, lorsque je me dis, il y a 3 ans, par exemple, c'était pas du tout le cas. Et genre, comme ce sentiment de fierté par rapport à l'équipe nationale était complètement inexistant. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à travailler. Je pense que le match à Toronto, on peut parler des tribunes qui étaient comme relativement vides. Après, bon, en concurrence avec Toronto FC. Mais l'idée, c'est simplement que quand même de voir une culture très différente autour de Team Canada, et ça je voudrais le souligner, et qui permet peut-être genre comme de voir que on bat Cuba, qui est juste Cuba, et se dire oh oui, là les États-Unis on les attend de pied ferme, mais il y a peut-être une chance à la Ligue des Nations. De Cuba au Qatar, de Cuba au Qatar. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, je pense qu'on l'a vu déjà à la Gold Cup, puis là c'est la même chose. John Hodgman ou pas John Hodgman, génération remarquable ou pas, on a une équipe, et ça on le sait depuis très longtemps. Faut se battre sur chacun. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de points ramassés à terre. Tu peux pas lâcher quoi que ce soit. On l'a vu à la Gold Cup. Un premier tour, bon, mis à part le match contre le Mexique, premier tour où tu vois que ça va. Un peu trop même, parce qu'on arrive sur le match avec Haïti, où tu as l'impression, et un petit peu les gars, je pense qu'ils s'y sont un peu cru au sens où à la mi-temps, on accélère, on en mettra un autre. Ouais. Et voilà. Or, c'est pas possible. C'est pas possible sur le terrain
parce qu'il manque encore beaucoup trop de choses et c'est pas possible pour nous d'y croire comme ça et de se dire ça y est, c'est là. Amener les Américains. Oui, on peut réussir. C'est une équipe qui va être capable de réussir des coups. Ça, c'est certain. Pour avoir la régularité, ça va prendre encore pas mal de temps. Il n'y a pas un miracle Erdman. On sait où on en est. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est une équipe qui avance. C'est-à-dire qu'elle gagne ces matchs-là. Mine de rien, je ne suis pas persuadé qu'il y a 5 ans, elle gagnait ces 2 matchs-là 6-0, 1-0. En particulier le deuxième au Caïman. Parce que alors on t'aurait dit le public, le terrain, les conditions, etc. Et puis hop, on met ça dans la valise et puis on revient avec un match nul. Entre-temps, il y a quand même 5 joueurs qui ont disparu, de Cuba. C'est quand même un facteur pour un sélectionneur de préparer son équipe pour le match retour. Il y avait des fans de l'Impact d'ailleurs sur les médias sociaux qui demandaient est-ce qu'il y en a un là-dedans qui est attaquant, peut-être qu'on pourrait s'en servir avec l'Impact. Bon flash, excellent. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça reste une équipe fragile. Suspension de Donnell Henry et puis on se demande comment on va réorganiser toute la défense centrale. Et il est là le gros problème. Ça va toujours, et ça va rester ça pendant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, c'est la défense. C'est là où tu demandes comment tu vas arriver à mettre en place un système ou à choisir une brigade défensive qui te permet de juste pas prendre l'eau. Pas d'être la plus solide, là, juste pas prendre l'eau. Et déjà là, on l'a vu à la Gold Cup cet été lors du match contre Haïti. Il faut un tout petit truc et ça s'écroule. Wow. Exactement. Alors, de voir ce que ça va donner. Moi, tu parlais, ça m'interpelle beaucoup quand tu parles de l'engouement pour l'équipe nationale parce que je pense que je vis la même chose que toi personnellement. Je pense que Jean, c'est la même chose. Toi, tu as vu tellement de générations de cette équipe nationale-là. C'en est une qui est excitante à regarder, mais on a quand même le nez collé sur l'arbre. On n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Et le travail qui est accompli, ou plutôt qui n'est pas accompli par l'Association canadienne, c'est, à mon sens, un gros problème. Je vais vous donner 3 exemples tout simples. L'année passée, Mauro Biello, ça fait 1 an, juste avant le temps des fêtes, ça fait 1 an qu'il a été congédié par l'Impact. Moi, je veux l'avoir en studio pour une émission de radio pour faire un retour sur la dernière année, mettre de la lumière sur une situation qui est tellement plus heureuse parce qu'il est avec le programme canadien, il s'est replacé, il est heureux, on est passé à autre chose. Mettons le spotlight en bon français là-dessus. On me dit, c'est pas lui le porte-parole, c'est John Herdman, je te reviens. 1 an plus tard, j'attends toujours. Les U17 se qualifient pour la Coupe du Monde. C'est Andrew Olivieri puis un staff presque exclusivement québécois qui est là. Je veux avoir Andrew en entrevue. Je donne une plage horaire d'à peu près 10 heures. Je dis je suis disponible n'importe quand à ce moment-là. Je vais m'arranger pour enregistrer l'entrevue avec toi. Ce sera pas possible demain. Les gars se déplacent. Écoute, t'es pas capable de prendre 5 minutes. Et je connais Andrew. Andrew, il n'y aurait aucun problème avec ça. Mais aux communications, on nous dit non, ça va être trop compliqué. La fin de semaine passée, je demande est-ce que c'est possible de parler avec Samuel Piette? La réponse, je la comprends. Non, on ne peut pas parler aux joueurs le jour du match. D'accord, mais ça ne tente pas de me proposer autre chose. Je vous donne des opportunités gratuites de vous donner de la visibilité. Vous ne répondez pas présent. Le Canada n'a pas ce luxe-là. Et en ce moment, on est en train de laisser tellement d'occasions sur la table de se faire voir, de se faire entendre, de faire vibrer les gens au-delà du noyau dur qu'on représente, vous et moi. Et c'est là où je pense que le Canada a un travail énorme à faire. Et je ne parle même pas du Qatar. Donnons quelques années de plus. Mais pour la Coupe du Monde en 2026, en ce moment, le Canada passe à côté de la coche. Bref, c'était mon petit édito. C'est ma frustration. Puis j'attends toujours de parler à Mauro Biello. C'est sûr que, comme tu dis, on n'a pas le luxe actuellement d'avoir à chaque fois une génération après une autre qui brille et tout. Là, on a cette chance-là d'avoir des gars qui sont... Qui sait au Canada que c'est cette génération-là? Ce que je dis, c'est qu'il faut les faire mousser. Il faut vraiment les faire mousser partout, offrir une visibilité qu'effectivement, actuellement, on n'a pas. Et que nous, on arrive à voir et que les gens qui nous écoutent vont voir parce qu'ils sont
intéressé et que c'est assez pointu, mais effectivement, il faudrait que ce soit beaucoup plus large que ça. Il y a tellement d'histoires intéressantes à raconter. Bref, on aura peut-être la chance d'y revenir cet automne alors que le Canada va jouer contre les États-Unis en Ligue des Nations CONCACAF. Le Canada qui est présentement premier, mais les Américains, il faut le dire, n'ont pas encore joué dans cette compétition-là jusqu'à maintenant. On va terminer notre segment à domicile, messieurs, si vous le voulez, avec un petit regard sur les derniers matchs de l'Impact de Montréal. La grande question, c'est est-ce que les séries, c'est toujours possible? Reste 4 matchs à l'Impact. Un sur la route qui va se jouer dans quelques semaines face au LA Galaxy. Ça va être tard un samedi soir. Après 3 matchs à domicile. En fin de semaine contre Cincinnati. Ensuite, ce sera les Red Bulls de New York et Atlanta à domicile. Pas les matchs les plus faciles. Scénario actuel avec le match nul de Toronto hier 1-1. L'Impact se retrouve en 8e place avec 37 points derrière les Revs qui ont la dernière place qui accède aux séries avec 39. Red Bulls à 41. DC United à 42. Avec l'Impact qui a joué 30 matchs. Les deux équipes qui sont devant les Montréalais en ont joué 29, donc un match en main. Est-ce que c'est possible ou non? Ouais. Je sais que mathématiquement, c'est possible, mais est-ce que vous voyez un scénario où, en avant, les clubs échappent des points et l'Impact est capable, avec le calendrier qui reste, match très prenable, il faut le dire. Là, moi, je vous le dis tout de suite, là, si tu perds contre Cincinnati en fin de semaine, là, ouvre la fenêtre, garoche les séries, puis c'est terminé. On pense à l'an prochain. Mais avec une victoire contre Cincinnati, après, ça reste des grosses affiches. LA Galaxy, là-bas, Atlanta et Red Bulls, ici. Sid? Il faudra aller la chercher, c'est certain. Je pense que quand même les calendriers des autres équipes sont mathématiquement plus difficiles. Après, c'est pas la vérité du terrain, c'est autre chose. Mais l'Impact a quand même un calendrier plutôt favorable, aussi justement avec les 3 matchs à domicile. Mais simplement, c'est vrai que ce match d'avance, ce match en main, fait mal. On a l'impression quand même que les autres équipes se sont beaucoup plus mis en mode série, comme pré-série, que l'Impact de Montréal. Je pense que la performance contre DC United laisse des traces. Je pense que de 14 jours fait du bien de trêve international, mais cette performance-là ou l'approche du match, tout simplement, l'approche du match nous fait dire que l'Impact n'a pas encore allumé l'interrupteur comme Toronto semble. Toronto, comme on voit cette expérience des finales MLS et de se dire que maintenant l'équipe est autre, qu'on est capable d'enlever tous les stigmas comme du début de saison et de se mettre en position. L'Impact, je suis vraiment pas certain. Et puis il faudra la chercher parce que même les Galaxy, oui, ce sera à domicile, mais je crois que c'est comme ça changera pas grand chose. Atlanta, ça changera pas grand chose, et même New York Red Bulls, ça changera pas grand chose. Ce sont les équipes quand même qui sont assez sûres de leur force et qui abordent le match extérieur domicile de la même façon. Donc, mais si tu es déjà qualifié puis tu es en train de gérer ton effectif pour les séries, peut-être que ça peut donner un petit avantage. Souviens-toi, Atlanta qui va à Toronto l'an dernier et Tata Martino a pété sa coche parce qu'ils ont échappé le match à Toronto. Atlanta avait déjà un œil sur les séries, à juste titre. Finalement, ils ont remporté le tout. Puis justement, donc, tu me fais une super transition sur mon dernier point, c'est la finale. Ça fait plaisir. La finale du championnat canadien. Parce que oui, l'Impact aussi est en gestion d'effectifs. Parce qu'il faut se poser la question. 2 matchs contre Toronto. Exactement. C'est 2 matchs contre Toronto et finalement, c'est quoi le plus important? Je pense que déjà aux yeux du public, le championnat canadien semble plus important que les séries. L'Impact a passé son année en gestion. C'est ça. Mais non, il faut effectivement mettre là les choses, définir certaines des priorités. Jusqu'à présent, je te dirais, on a toujours vu, on a toujours entendu ce discours de fin de saison disant le match dans l'Ouest, là, on va laisser couler parce que c'est le match on va faire tourner plus tôt parce qu'il n'est pas important. Allez, bon, là, il est important. Là, il est important. Tu ne peux pas te permettre de le lâcher, celui-là, en tout cas dans ton bilan comptable, parce que les deux qui viennent ensuite... Et ton dernier match en fin de soirée, rappelez-vous, à LA, c'était contre le LAFC, le match où Piatti finalement avait joué. Ça avait été une catastrophe parce qu'il y avait une rechute, puis ça avait été un mauvais match. T'espères avoir quelque chose de pas mal mieux que ça? Ouais, enfin, là, j'ai vu un peu... Galaxy joué hier soir, c'était pas extraordinaire. Hein. Loin du Galaxy d'il y a 2 ans, mais je parle même pas d'il y a 5 ans. C'est vraiment pas un épouvantail. Donc faut
faut se dire que c'est vraiment pas impossible. C'est certainement pas acheté par la fenêtre en disant c'est un déplacement, faut faire tourner, etc. Non, c'est un match à aller gagner, ça. Moi, ce qui me fait mal, les gars, c'est que tu regardes la fin de ce calendrier-là, puis tu te dis, tu devrais avoir le couteau entre les dents en te disant, il n'y a absolument rien d'acquis, mais tout est possible. Mais c'est possible. Le problème, c'est que tu regardes le dernier match que l'Impact a joué, puis tu te dis, comment? Comment, avec les choix qui ont été faits par l'entraîneur, que ce soit dans le 11 de départ ou pour les changements qui sont arrivés très tard en deuxième mi-temps, et comment, avec la volonté ou le manque de volonté qui a été présenté sur le terrain en première mi-temps, où tu t'écroules face à une équipe du DC United privé de Rooney, privé d'Acosta, qui t'en met 3 en première mi-temps. Après, là, je comprends, ouais, on a bien joué au ballon, on a démontré de la volonté de revenir dans le match, mais à 3-0, c'était terminé. Je le vois pas. Je vois pas, ça va venir de où? Ça va venir de qui? Un retour de Nacho Piatti? Ouais. Peut-être. C'est ça, on est dans des solutions miracles, disons. Mais c'est vrai que ce qui me dérange énormément, c'était l'approche du match. Et puis c'est l'approche du match qui est complètement déphasé. Parce que, oui, à chaque fois, on dit que c'est le match le plus important de l'année. Mais quand même, le match contre DC United, s'il y en avait un qu'il fallait choisir, c'est celui-là. Pour moi, c'est effectivement le match le plus important de l'année. Et il a été complètement... l'équipe est passée complètement au travers. Et j'analyse énormément les 20 premières minutes de jeu parce que ça en dit très long sur c'est quoi la détermination, c'est quoi la manière dont le match a été préparé. Et sur ça, c'était une catastrophe. Il n'y a rien d'autre à dire. Et je ne vois pas nécessairement... Ouais, 14 jours de pause, retour de Piatti, peut-être que des choses peuvent se remettre en place, mais c'était très inquiétant ce qu'on a vu. Le retour de Piatti, de grâce. Là. Dans de la ouate, s'il vous plaît, Nacho Piatti contre le FC Cincinnati. Si tu peux pas passer à travers Cincinnati sans Piatti, ouais. Oublie ça, les séries. Désolé. Ce sera terminé à ce moment-là. On va tomber avec nos sujets chauds, les gars. Étienne Martel nous demande nos commentaires sur une triste histoire, Jean, au cours des derniers jours. Commentaire sur la jeune Iranienne qui s'est immolée en protestation contre son arrestation alors qu'elle voulait se présenter pour assister à un match de foot. Ça lui a été interdit et c'est Sahar Kodayari finalement qui a perdu la vie en raison des blessures subies à ce moment où elle s'est immolée. J'ai l'impression que ça, puis il y en a souvent des moments qui marquent l'imaginaire collectif, que ce soit, puis là je dépasse l'aspect soccer, mais que ce soit pour la condition des femmes, leurs droits, même chose pour la communauté, puis en MLS on travaille beaucoup là-dessus, communauté LGBT+, mais là ça frappe fort. J'ai l'impression que c'est encore plus important que d'habitude. Ah, c'est certain. C'est certain, malheureusement, faut qu'une histoire comme ça arrive et qu'on en parle pour que continuellement on se dise 2019, ça arrive encore. Et ça rejoint une discussion qu'on a eue il y a quelques semaines après la Coupe du Monde féminine où on parlait un petit peu de Megan Rapinoe et de tout le pins qu'il y a eu autour de ces déclarations et tout. Et tu sais quoi, excuse-moi, je te coupe la parole, là, mais parce que j'ai une prise de conscience au moment où tu dis ça. Moi, j'étais le premier, puis il me semble qu'on se disait, est-ce que ça va devenir trop à un moment donné? Est-ce que Megan Rapinoe est toujours dans la revendication, puis est-ce que ça ne devient pas du bruit de fond? À ce moment-là, moi, j'avais un peu l'impression que oui, parce que partout sur la planète, on n'entendait que parler de Rapinoe. Mais là, avec cet élément-là, cette situation-là, je me dis... c'est pas assez. Puis moi, je suis obligé de tourner ma veste de bord là, parce que je me dis, des Megan Rapinoe, t'en as besoin de plus et vite. Et c'est pas assez. C'est pas assez qu'elle ait revendiqué. Oui, mais j'avais dit, elle doit sortir de son jardin et dire, parce que personne d'autre qu'elle n'a eu cette plateforme à ce moment-là, c'est de dire, voilà, il y a des endroits. Il y a des endroits où c'est interdit. Sortir de son jardin, tu veux dire sortir du contexte américain? Oui, de son contexte, qui est un contexte... Et du combat riche et enfin je dis c'est une certaine voilà, c'est un certain type de combat et sur lequel il faut l'appuyer 100%, hein, d'accord, mais que là ça doit au contraire même ça doit lui permettre d'aller encore plus loin et de dire ouais, aujourd'hui
pas possible d'aller dans des stades. Aujourd'hui, pas possible de jouer. Oui, c'est ça. On est à des années-lumière de dire on veut les mêmes conditions salariales, on veut les mêmes terrains pour une participation à la Coupe du monde des femmes, alors qu'il y a certains endroits sur la planète où là, ben, on se fait rappeler, et pas à peu près, qu'il y a des femmes qui peuvent même pas accéder au stade pour aller voir un match. Même pas jouer. Accéder au stade, c'est ça. Je pense qu'il y a c'est l'hashtag Blue Girl, je pense, sur Twitter. Vous pouvez comme avoir un peu plus d'informations sur la situation. Puis je suis d'accord avec Jean sur continuer pour d'élargir parfois certains combats. Après, Megan Rapinoe, c'est son combat, l'égalité salariale. C'est très bien. Mais on peut continuer à ça parce que je crois que, par exemple, Adam Ederberg parlait justement d'une égalité qui allait beaucoup plus que l'égalité salariale. Et c'est pour ça qu'elle avait boycotté la Coupe du monde féminine, la Ballon d'Or suédoise. Donc l'idée, c'est toujours de savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui touchent le monde du foot. Genre, je pense que pourtant la fédération iranienne avait ouvert la porte aux femmes, elle a été punie dans une politique précédente, mais il y a encore beaucoup à faire, surtout sur la terre, vraiment beaucoup à faire sur ces enjeux-là, et je crois que, je l'ai pas dit tantôt, mais la Finlande a maintenant aussi l'égalité salariale pour les hommes et les femmes, donc il y a des avancées, mais c'est vrai qu'il y a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir au niveau de tout le côté social. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demandes à la FIFA de sévir, par exemple, en disant vous êtes tellement loin des principes qu'on demande que votre programme masculin va en pâtir? Est-ce que tu me mets des sanctions sur la fédération d'une façon générale? Moi, je suis très partisan des sanctions financières. Je l'avais dit par rapport aux cris racistes contre Lukaku. Je pense que personne ne réagit autrement qu'avec des sanctions financières. Maintenant, c'est certain qu'il y a une approche. On connaît quand même le contexte plus particulier avec l'Iran, et que politiquement, il faut une approche qui permet de ne pas antagoniser les différentes parties prenantes. Et donc, c'est ça que la FIFA, je crois qu'elle marche sur des œufs parce que c'est l'Iran, et que je suis pas mal certain que ce serait d'autres pays. La FIFA aurait agi autrement. Enfin, il n'y aurait pas cette situation dans ces autres pays non plus, mais donc là l'idée c'est une réponse qui est évidemment politique, et sur laquelle il faut agir vite, parce que oui, c'est symbolique, oui, ça marque l'imaginaire, et que à partir du moment où il y a eu cette immolation, les choses ne sont plus comme avant. Et tu parles des sanctions financières. Moi, je vais toujours me rappeler, j'animais une table ronde pour l'émission Génération Soccer l'an dernier ou l'année d'avant. On parlait de la simulation. Et Georges Larac était là, lui qui a vécu la réalité de la Ligue nationale, où il y a de l'argent et on tente de faire comprendre certaines choses à certains athlètes. Et Georges avait été très clair. Il avait dit des amendes. Mais des amendes, là, pas 2-3 000. Là. Tu mets des amendes salées. Et là, tout le monde se met à réfléchir, parce que quand ton portefeuille est atteint, que ce soit en termes de budget avec lesquels tu peux travailler pour bâtir tes programmes nationaux, ou comme individu, pour remplir ton portefeuille, point, ou t'acheter une nouvelle maison, là, tout d'un coup, tu réfléchis un petit peu plus à cette situation-là. Parlant de portefeuille, Jean, c'est une question à laquelle on veut répondre depuis plusieurs semaines. C'est la première fois en 3 ans que j'ai, en bon français, un carry-over d'une question qui nous a été posée il y a quelque temps, mais on n'arrête pas de la ramener. On a été bousculé par le temps au cours des derniers épisodes, mais là, on peut répondre à cette question d'Adam Nouboud, qui nous demandait que faire avec la situation de Bury FC et Bolton Wanderers. S'agit-il de signes inquiétants pour le football moderne? On remet en contexte. Bury, qui était sur le point d'entamer sa 135e saison, a dû mettre la clé sous la porte parce qu'on n'a pas été en mesure de trouver un acheteur, des difficultés financières dont on ne pouvait pas récupérer. Et la Football League a dit, on vous écarte de nos activités. Du côté de Bolton, on était dans la même situation, mais à la dernière minute, contrairement à Bury, on a trouvé quelqu'un pour acheter le club, et là, on a autorisé la participation de Bolton au championnat cette saison. Qu'est-ce que ça nous dit sur la réalité du foot, peut-être un petit peu plus en Europe, parce qu'évidemment, la structure d'une entité unique ici au soccer nord-américain, en MLS, là, c'est complètement différent. C'est une situation complètement différente. Ça nous dit qu'effectivement, c'est la poule aux œufs d'or, et que à ce moment-là, tout le monde en veut un petit bout et veut essayer de gratter. Ce qu'on voit, c'est que ça touche en dessous des ligues
majeur dans le cas en Angleterre de la Première Ligue. Et même, tu vois, ça a gagné le Championship très rapidement, qui est maintenant un des 5 ou 6 championnats les plus riches au monde. Et ça descend. Je prends un exemple, et on en parlait il y a quelques semaines avant l'émission, au moment de mentionner Bury. Leyton Orient, qui est un club, un de ces clubs classiques de Londres. Oui. C'était un des clubs qui était, même s'il y avait peu de chance de le faire, mais qui était candidat à reprendre le stade olympique à Londres. Bon, c'est certain, Leyton Orient, jamais il l'aurait eu. Mais tu vois que c'est un club qui est installé, de la discussion, ça témoigne de leurs ambitions. C'est ça, exactement. Et ils sont descendus, ils sont sortis de la Ligue, donc en dessous de la 4e division, ils sont remontés. Le propriétaire, la personne qui a repris le club, c'est le propriétaire de Burger King. Tu vois déjà OK, là... Et on parle d'un club donc qui vivote entre 4e et 5e division en Angleterre. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose que le gars a vu et il veut mettre son argent là. Dans le cas de Bury et Bolton, eh ben on a eu des personnes relativement semblables qui arrivent avec des projets. Alors, des projets qui, à première vue, sont bidons, ou en tout cas ont été montés. Hein. Il y a des histoires de montage financier avec les îles Caïmans, etc. Dans le cas de Bury, oui. Dans le cas de Bury, exactement. Le gars arrive, je rachète le club pour rien du tout parce qu'il était en liquidation. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il avait absolument rien, mais que dans le processus, c'est la Ligue anglaise qui a donné son accord et qui a laissé filer le dossier en disant « Ouais, allez-y, c'est bon », qui n'a pas rempli... qui n'a pas effectué les vérifications nécessaires pour dire il y a un acquéreur. Est-ce qu'il est fiable? Donc là, je pense qu'une partie de la responsabilité, elle est là. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a une grande frustration du côté des supporters de Bury qui disent « Oui, là, vous faites tomber le couperet, mais à l'époque, vous n'étiez pas là pour faire vos devoirs et vous assurer que le projet soit viable. » On n'est jamais garant d'un succès, mais au moins que tu sois épaulé par l'entité qui éventuellement pourrait décider de ta vie ou, dans ce cas-ci, de ta mort en tant qu'organisation. Et ça, pour les supporters, Sid, c'est catastrophique. Tu supportes pas Bury FC pour le glitz et le glamour. Tu le supportes parce que ça fait partie de tes... Tu l'as dans les tripes. Ce club-là, 135 ans d'histoire, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on dit ça n'existe plus. Si on est marqué ici par le départ des Expos, oublie ça, là. 135 ans d'histoire, c'est exceptionnel. Non, mais c'est vrai que la question de Adam, ça fait longtemps qu'on veut y parler. Puis j'ai pas rapporté la quote qui m'a beaucoup marqué. En fait, il y a un supporter qui explique que c'est pas la mort d'un club, c'est la mort d'une communauté, c'est la mort de relations. Enfin, c'est une phrase vraiment magnifique. Je la mettrai sur Twitter par la suite. Mais je trouvais que justement, c'est l'essence même de ce qui se passe et que lui, il revient sur le propriétaire qui avait acheté le club pour une bouchée de pain. Avait promis des investissements, puis 6 mois plus tard, comme on n'a pas vu la couleur, et qui a conduit donc à cette situation. Mais je trouve que nous on perd de vue très rapidement finalement qu'est-ce qu'être un club. Et lorsqu'on parle qu'un club sans supporters, ça n'existe pas. En fait, c'est vrai que c'est une équipe de quartier, un club sans supporters, mais on l'oublie. Maintenant, sa question. Quand il parle du football moderne, c'est quand même un mot qui est très connoté, et que finalement, si on arrive et que la solution c'est de faire des ligues fermées, il y a une ironie dans ça que la MLS est du pur football moderne et le rêve des 24 plus gros clubs européens de faire une MLS en Europe et donc de fermer l'accès à l'argent et aux ressources auprès des marques, des entreprises. Et donc, c'est fascinant de voir à quel point il y a peut-être simplement de la gestion d'entreprise one-on-one qui n'a pas été bien faite, des politiques pas appliquées. Est-ce que c'est un signe inquiétant pour le football moderne ou c'est simplement la réalité d'une promotion-relégation et que le foot, c'est une business clairement comme une autre? Il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est une question qui est très intéressante et que je pourrais creuser un peu plus tard avec notre auditeur sur Twitter, parce que si la solution c'est de protéger, un peu comme la Première Ligue fait avec son système de parachute, avec les droits télé qui sont exorbitants, je veux dire comme une équipe de division 2 anglaise en droits télévision gagne plus que le 10e de la Ligue espagnole. Donc on est dans une forme de ligue fermée un petit peu sur ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir toutes ces questions qui sont posées par cette situation de Bury. Et c'est là
là où, et on va conclure là-dessus, c'est là où c'est intéressant de voir comment les clubs vont positionner leur marque. Parce que des clubs comme Rangers ont été en grosse difficulté ils ont coulé, en Écosse, mais le brand, la marque était tellement forte que c'est pas long que tu as quelqu'un qui veut reprendre ça puis qui veut remettre le train sur les rails. Sunderland a eu des grosses difficultés aussi, mais c'est tellement fort, même si c'est pas un club comme Manchester United, Arsenal ou Tottenham, ça a une grosse marque aussi. Bury, c'est là où tu te retrouves en difficulté parce que tu es en dessous et là, tu cherches des acquéreurs. Tu parlais de Leyton Orient tout à l'heure. Même ça, on connaît moins de ce côté-ci de l'Atlantique, mais en Angleterre, Leyton Orient, c'est un nom qui résonne. Bury aussi, mais de toute évidence, moins. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à Bolton, on n'a pas été capable de survivre. C'est dur. Et c'est vrai ce que dit Sid sur le concept local et de quartier. Quand tu regardes Bury, tu vois que à 5 km, il y a United, il y a City, il y a Salford qui est la grande histoire avec la génération. Et Bolton n'est pas trop loin non plus. Là. Bolton n'est pas loin. Enfin, je veux dire, tu as X possibilités d'aller voir du foot de bien meilleur niveau. Ouais. Et le club de Manchester, je pense, c'est le Manchester Football Club, qui est un club de supporters. Le MUFC, oui, le Manchester Football Club, pardon. Oui. C'est fascinant. Ouais, tout à fait. Mathieu, maintenant, nous pose une question qui est toute simple, les gars. C'est un oui ou non, ça, j'ai l'impression. Le Canada peut-il battre la sélection américaine afin de terminer premier dans son groupe de Ligue des Nations CONCACAF? On pose la question aujourd'hui ou il y a quelques jours? Quand tu veux. Là, tu peux être sur ton high de la fin de semaine ou sur ton low de milieu de semaine. Oui, le Canada peut battre la sélection américaine. Donc, t'en vas-tu jouer en défense? Mais non, oui, ils peuvent le faire. Après, c'est une question d'approche de match. C'est une question comme de regarder cet adversaire droit dans les yeux et puis finalement de ne pas faire ce que les États-Unis ont fait contre le Mexique. Parce que comme 3-0. Et je crois que oui, il y a des différences techniques et autres, mais que mentalement, ce match-là peut se gagner si le Canada, comme regarde cet adversaire droit dans les yeux, et se dit qu'on a une chance. Parce que de toute façon, il faut qu'ils prennent conscience comme du gouffre dans lequel ils se mettraient s'ils sont dans la partie 2 de la Ligue des Nations. Ouais, je pensais que le 1-0 contre Cuba aux îles Caïmans t'avait fait plus mal que ça. De toute évidence, tu es encore sur les vapeurs d'optimisme du week-end dernier, Jean. Partages-tu l'opinion? Oui, tout à fait. Les gars, je suis excité là, d'un coup. J'ai commencé dans ce match-là. Ils peuvent. Mais il faut que ce soit l'opération d'un match. L'image qui me vient en tête en ce moment, là, c'est une équipe de NFL qui se garde des jeux truqués parce que tu sais que dans une rencontre, l'adversaire, il faut que tu le prennes de telle ou telle manière en le surprenant. C'est un peu ça que le Canada va devoir faire. Là. Tu peux pas avoir une approche où tu dis, tiens, on va aller jouer contre les Américains, on va les prendre un contre un, coup au coup pour coup, parce que sinon, t'es mort. Non, ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est que le Canada n'a jamais été, ne sera jamais dans cette situation de pouvoir gérer à l'avance ces matchs et de dire on va les prendre un peu comme ceci, comme ça. Non, c'est un match je dirais pratiquement comme un autre, au sens où il faut être capable d'aller faire un coup. Continuellement, d'aller faire un coup continuellement. Ils ont les moyens d'un braquage. Simplement, là... c'est comme ça que je le vois. Ils ont les moyens d'un braquage. Il y a des qualités individuelles qui permettent de dire plus peut-être qu'à certaines époques. Et aux certaines époques où c'est arrivé quand même. Toi, l'équipe de 2000. Non, c'est clair. Mais c'est ça, on parle de braquage. On termine avec Franck Lévesque qui nous demande, puis on va essayer de faire ça succinct, les gars, mais quand même, je voulais qu'on y réponde à cette question-là. J'ai toujours été un éternel optimiste. Tiens, on est dans la foulée avec Frank, avec notre club. Frank est un fan de l'Impact. Je ne suis plus certain de voir la lumière au bout du tunnel. Suis-je fou ou ai-je raison? Là, tu as un club qui va pas bien depuis longtemps, qui est mathématiquement en dehors des séries, qui n'a pas d'entraîneur à long terme officiellement. On parle d'intérim, pas d'intérim. Moi, Willy-Mer Cabrera en 2020, j'y crois pas. Qui n'a pas de directeur sportif. Son VP aux relations internationales en charge d'une grosse partie du recrutement au fil des ans est parti. Est-ce que Frank est fou de trouver que le tunnel est noir pas mal? Réponse courte, non, mais réponse longue qu'on pourrait élaborer. Je pense qu'il y a pas mal de raisons quand même de rester positif ou dans toute façon de rester attaché au club, parce que je crois que la question doit se poser un petit peu autrement. Même si l'Impact aurait tous les signes d'un club médiocre, c'est pas nécessairement la raison pour laquelle il faut décrocher de ce club. Et donc réponse longue qu'on pourra élaborer. Non, mais la première chose positive à laquelle tu t'accrocherais, ce serait quoi?
Par rapport à la fin de saison, ouais. En ce moment, là, si tu es un supporter, là, tu te concentres sur quoi pour pas virer fou? La finale championnat canadien. J'aurais une obsession sur l'idée de pouvoir battre Toronto et de faire la Ligue des Champions CONCACAF. Donc je serais sur ça. Une obsession. J'adore ça. Il n'y a pas de nuance de gris là-dedans. Non, je serais sur ça. C'est dur. Hein. C'est dur en ce moment. C'est sûr que j'arrive à comprendre la question parce que tu dis mais à quoi? Et je vous confirme, là, Frank, c'est un optimiste. Et là, pour que lui il se pose la question, c'est vrai écoute, que c'est difficile. On en croise des gens qui disent mais où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, effectivement, comme dit, à quoi on peut se raccrocher là actuellement? Quand Gad est arrivé, Nacho on Piatti qui court à l'entraînement. Ça a été le truc auquel s'accrocher toute l'année. C'est passé derrière un certain nombre d'autres histoires dans la saison. Mais effectivement, quand on fera le bilan de la saison, ce sera quand même quelque chose. Ça, Nacho Piatti, un tour du chapeau contre Atlanta, fin septembre, pour faire les séries. Là, tu nous enflammes. Tiens, on va se laisser là-dessus, question de rêver un peu et donner un petit peu de bonheur ou d'optimisme supplémentaire à Frank Lévesque. Messieurs, merci, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir posé vos questions sur Twitter. Vous pouvez le faire tout au long de la semaine, #LDSF. Vous pouvez partager notre contenu sur la rds.ca /balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.